Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On fait une petite vidéo un peu différente aujourd'hui, c'est la 100e de la chaîne et on a atteint les 10 000 abonnés, donc à peu près au même moment. Donc pour l'occasion, on va faire une petite FAQ. Je vous ai demandé de me poser des petites questions dans l'espace communauté. Vous l'avez fait, donc je vais répondre à tout ça. Je vais pas répondre, enfin si, je vais répondre à quelques questions très spécifiquement, mais sinon j'ai un peu tout découpé en thèmes. Je vous mets des chapitres pour que vous preniez que ce qui vous intéresse vraiment. Mais comme il y avait pas mal de questions qui se regroupaient, vous imaginez bien que c'était plus simple pour moi de faire par catégorie plutôt que de redire la même chose maintes et maintes fois. On va commencer par parler de la chaîne et répondre aux questions sur la chaîne de manière générale. Pas mal de questions sur ce sujet évidemment. Donc déjà, je vais commencer par les lives. J'en avais fait 2. Ils vont reprendre dans le mois de janvier. Moi, j'en avais fait donc que 2 pour l'instant, donc il n'y avait pas de quoi vous gratter les veines non plus. Mais c'était sympa, c'était une bonne expérience. Il faut que je m'améliore un peu sur l'aspect technique de l'affaire parce que c'était un petit peu calamiteux quand même. J'ai envie d'en faire plus. J'ai juste pas eu le temps. On a enchaîné beaucoup de choses au taf. Je vais en parler un petit peu après. Il y a eu les fêtes, donc voilà, je reviens en douceur en cette nouvelle année, mais ça reviendra. Pas encore de facecam puisqu'on me l'a demandé aussi, mais ça va arriver dans l'année aussi. D'une manière générale, je compte améliorer la chaîne cette année, que ce soit sur l'aspect visuel ou technique, parce que je fais quand même avec beaucoup d'amateurisme depuis le début et j'ai pas, il y a eu des petites améliorations, mais globalement on est quand même sur toujours beaucoup d'amateurisme, donc j'aimerais bien booster un peu de ce côté-là. On m'a aussi beaucoup demandé d'où venait le nom de la chaîne. Alors je vais pas prétendre qu'il y a une histoire folle derrière le nom de la chaîne, mais moi j'ai toujours aimé un peu la figure du journeyman en boxe. Je trouve que c'est un peu poétique et je sais pas trop, il y a pas eu de réflexion poussée sur le blaze non plus. J'aime bien comment ça sonne, il y a un petit côté outsider qui me plaît bien et donc j'ai choisi ça. C'est vrai que comme quelqu'un l'a dit, ça peut porter un peu en confusion, les gens ont l'impression qu'on est plusieurs sur la chaîne, mais non, il y a que moi. Voilà, mais si vous voulez, on est tous on est tous des journeymen ensemble, c'est un peu ça, il y a un peu de ça aussi maintenant, mais c'est quelque chose que je me suis dit après, au moment de choisir, j'avais pas du tout réfléchi comme ça. En tout cas, pour rebondir à une autre question qu'on m'a posée sur mon rapport à la chaîne, si j'étais content de comment les choses se déroulent, oui, très bien. J'essaye des trucs, il y en a qui fonctionnent, d'autres pas. Mon défi perso de cette année, ça va être de rester consistant, parce que déjà je bosse, voilà, bon, bah, tout le monde bosse, hein, mais voilà, moi je bosse pas mal et j'ai un peu l'habitude d'être happé par les choses extérieures, c'est-à-dire que j'ai du mal à me recentrer sur ça. Mais en tout cas, la consistance, voilà, ça va être la clé pour moi cette année, mais je prends toujours autant de plaisir. J'espère que ça vous plaît toujours autant. On va continuer d'avancer tous ensemble cette année encore et puis ça va être cool. Comme j'ai dit, avec beaucoup d'améliorations. On m'a aussi posé pas mal de questions sur mon rapport au sport de combat et donc de fait sur mon travail au Glory. Je vais y revenir. Donc déjà, ceux qui m'ont demandé un peu quand m'est venue la passion, cette passion-là, quand est-ce que j'ai commencé un peu à m'y intéresser. Faut savoir que comme beaucoup de gars de ma génération, j'étais un gros fan de catch, plus jeune, vraiment un gros fan. J'écumais les forums en anglais, je ratais rien. Donc donc encore une fois, comme beaucoup de gars de ma génération, pardon, lorsque Brock Lesnar a fait sa transition, moi je commençais à être curieux, je me suis commencé à m'intéresser. Après, moi je suis en France, c'est pas les US, donc c'était un petit peu galère, mais petit à petit la passion elle est née, et on en est là aujourd'hui, voilà. Quelqu'un m'a demandé qui était mon combattant qui m'a fait aimer le MMA. Bien sûr, j'ai cité plusieurs fois Dominique Cruz, je vais le reciter parce que factuellement c'est lui. Il y en a bien sûr d'autres, c'est un peu, voilà, c'est un peu des gars d'une époque aussi, Nick Diaz, Benson Anderson, José Aldo, tous ces mecs-là. Pour ceux qui le demandaient, je suis pas pratiquant à titre personnel puisqu'on me l'a demandé. Comme beaucoup de Français, j'ai fait du judo. J'ai pas été bon du tout. J'ai fait beaucoup de rugby, j'ai jamais été très bon non plus. Et je vais pas mentir, plus je côtoie les combattants, moi j'ai envie d'en faire. C'est paradoxal, mais en côtoyant personnellement les gars, tu prends conscience de la difficulté du truc. T'en as conscience devant ta télé, mais c'est quelque chose de différent quand tu parles aux combattants de leurs histoires, des sacrifices. Ils t'acquis quand même une perspective toute nouvelle. Et il y a beaucoup de choses dont tu te doutais bien sûr, mais c'est très différent de l'avoir en vrai et moi c'est pas du tout pratiquer, ça m'a jamais trop intéressé. Donc ça me mène bien sûr à parler de mon taf actuel puisque je sais que ça intéresse certains d'entre vous. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je travaille au Glory Kickboxing, l'ancienne organisation de Cédric Doumbé et d'Alex Pereira. Ça fait un an en gros et c'est très très sympa. Grossièrement, parce que je vais pas rentrer dans le détail, mon taf tient quand même essentiellement au marketing, mais c'est des structures relativement étroites en nombre de staff, j'entends. Donc on finit tous par faire beaucoup de trucs très différents. C'est presque exclusivement à l'étranger maintenant, mais j'accompagne aussi les combattants français qui y sont signés. Il y en a pas mal, donc c'est très sympa. On fait grossièrement un événement par mois, voilà. Le prochain d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, c'est le 22 février aux Pays-Bas. Voilà, j'en profite, je fais un petit peu de pub. Il y a pas mal de combattants francophones sur la carte. Si ça vous intéresse de suivre, ce sera sur DAZN. Les prélims sont sur YouTube. La carte principale est sur DAZN si vous êtes en France et en Belgique. Et voilà, je vous encourage à le faire. C'est vraiment très intéressant. Je trouve que c'est le produit de très bonne qualité. Et je suis très très content de bosser au Glory, c'est très cool. On m'a demandé d'ailleurs si je parlerais un peu plus de kickboxing sur la chaîne cette année. J'en ai envie, mais parler de MMA, c'est un peu une respiration. Étrangement, moi j'adore le kickboxing.
j'en bouffe toute la journée. Mais justement, il y a un moment où je bouffe du kick toute la journée, quoi. Donc varier, c'est un peu pas mal. Mais j'aimerais bien mettre un peu plus en avant nos événements quand même cette année, les combattants qui sont dessus, parce que comme vous le savez, le kick traverse une période pas simple en France. Je crois toujours donc que le produit est très bon, on a des très bons combattants, en France. Je vais pas commencer à faire une liste parce que je vais en oublier et que si jamais il tombe dessus, je vais me faire massacrer. Mais en tout cas, non, beaucoup de plaisir. Je prends beaucoup de plaisir à travailler au Glory. Comme j'ai dit, voilà, un rôle marketing essentiellement. Et puis rapidement, tu te mets à faire de l'accompagnement des combattants, de la logistique, des réseaux sociaux. Enfin, tu fais un peu de tout, quoi. Ça rejoint d'ailleurs une autre question qu'on me posait sur la place actuelle du kickboxing en France et du Glory d'ailleurs par la même occasion. Pour le dire simplement, oui, le kickboxing a un peu perdu sa place en France et le MMA a pris une ampleur titanesque en à peine quelques années. C'est pas le cas partout. Nous, par exemple, on fait la majorité de nos soirées aux Pays-Bas et il y a encore un gros engouement pour le kickboxing là-bas. Par exemple, on a fait le Collision 7 en décembre. Donc le Collision, c'est notre série d'événements phares et on avait à peu près, on avait près de 25 000 personnes dans la salle au Gelredome. Donc c'est beaucoup. On est allé en Croatie cette année, enfin l'année dernière, on est allé en Belgique et on a fait des bons scores là-bas. Bref, il y a encore des marchés pour le kickboxing, mais c'est vrai qu'en France, c'est un peu plus compliqué. De toute façon, c'est un mélange de plein de facteurs, entre autres la place que prend le MMA, mais il y a aussi bien sûr le manque d'une star française majeure, hein, ça joue. Quelqu'un me posait aussi la question sur Doumbé, et bien évidemment que Doumbé c'était une très grosse star au Glory, un des meilleurs kickboxers de tous les temps, et donc c'était plus simple de faire des bons scores en France avec lui. Je crois pas en revanche que le kickboxing soit complètement mort en France, il y a toujours une audience, mais il faut pas se mentir non plus, le MMA prend une grosse place, et plus uniquement à Paris comme ça a été le cas pendant quelques temps, il y a du MMA partout maintenant, et ça restreint un peu la place d'autres sports de combat en France. Là, je parlais que de kick, mais c'est aussi le cas pour l'anglaise, c'est aussi le cas pour le muay. Le public disponible n'est pas infini, et le MMA a pris un rôle central, voire quasi exclusif. C'est la locomotive des sports de combat dans l'Hexagone. Voilà, je ne sais pas si ça répond exactement à votre interrogation sur le sujet, mais voilà. Si jamais vous avez besoin d'un peu plus d'avis, là, comme je suis un peu en mode parole libre, je vous écrirai plus de choses dans les commentaires volontiers, mais oui, on va pas se mentir, évidemment que le kickboxing, c'est très compliqué, et que tout ce qui est pas MMA en sport de combat, c'est compliqué en ce moment. On m'a aussi, je vois dans les questions, on m'a demandé si ça me plairait de bosser à l'UFC, et pas de boxer, hein, pour des raisons évidentes. Moi, je sais pas. Je connais pas mal de gens qui y ont bossé. Ce que je dirais dessus, c'est que c'est juste une autre façon de faire. C'est une grosse entreprise, c'est une machine. Et pour le coup, moi, j'ai eu beaucoup de retours positifs d'employés. Après, moi, à titre personnel, la façon que j'ai de concevoir le taf, j'aime beaucoup les petites structures. Donc, je sais pas vraiment si ça me plairait. Mais bon, enfin, je dis non à rien, on sait jamais. Ça dépendrait du rôle, ça dépendrait de la marge de manœuvre, ça dépendrait de plein de trucs. Mais en tout cas, là, actuellement, c'est pas un objectif. Voilà, je me lève pas le matin en me disant, putain, faut absolument que je bosse pour l'UFC, tout. Voilà. Mais un jour, pourquoi pas, hein, qui sait. On m'a posé quelques petites questions pêle-mêle, là je me les suis notées, je vais y répondre comme ça. Donc on me demande si l'UFC devrait changer de promoteur au vu du côté polarisant de Dana White, et non, je pense pas du tout. Un promoteur qui n'est pas polarisant, déjà ça n'existe pas. Être promoteur, de toute façon, c'est un sale rôle. Alors Dana, il l'agrémente de plein d'autres trucs qui lui appartiennent, mais il a battu aussi l'UFC sur cette image-là, et donc pour moi, ça aurait aucun sens de faire sans lui, tant que, bien sûr, lui, il veut continuer. On me demande ce que je pense en gros de Parnas face au top 15 de l'UFC. Selon moi, s'il arrivait à l'UFC demain, il pourrait déjà faire un bout de chemin. Saladin, il a 27 ans, faut se rendre compte un peu du niveau quand même pour son âge. Je vais pas faire match-up par match-up, mais que ce soit en plume ou en léger, il y a des membres du top 10 qui peut battre selon moi. D'autres contre qui ce serait un petit peu plus compliqué stylistiquement, mais on est sur un combattant qui est d'un calibre suffisant pour jouer les premiers rôles à l'UFC dans les années à venir. Maintenant, la vraie question avec Saladin, c'est quels seront ses choix de carrière. Voilà, c'est tout le sujet. Il est bien où il est. Il me semble, ou en tout cas c'est ce qui renvoie, qu'il a une marge de manœuvre et un salaire qui lui plaise énormément. Sa carrière a l'air d'être très bien gérée, c'est une star, il fait ses sous, il affronte pas toujours la crème de la crème, hein, on va pas se mentir, mais bon, comme d'habitude, c'est un peu indécent de critiquer ses choix vu la nature de sa carrière justement. Moi je prends pas de coup à la tête, à sa place, tout court d'ailleurs, et je vois pas l'intérêt pour lui de diviser son salaire par 10 pour aller à l'UFC actuellement, si je suis complètement honnête. On me demande maintenant si je pense que le MMA va perdre en popularité. Je pense pas. Mais c'est lié aux performances de nos Français. Quand je vais que parler de l'Hexagone, parce que dans le monde, c'est tellement de variables que voilà. Il y a plusieurs couches de fans, quel que soit le produit, de toute façon, mais dans ce genre de produit-là, t'as les fans les plus aguerris, et puis t'as les fans qui sortent la tête de l'eau pour les gros combats. Maintenant que le MMA est dans le paysage français, installé dans le paysage français, la grosse question, c'est comment convertir un maximum de fans un peu plus passagers en gros consommateurs du sport. C'est le baromètre qui est le plus pertinent pour mesurer de l'ampleur que prend le MMA. Je pense pas qu'on va connaître une perte de popularité, mais peut-être un affaissement de la fanbase la plus volatile si nos Français performent moins bien. Maintenant, la base très solide de fans, elle est bien fournie.
On a l'Hexagone, le COF et Arès qui voyagent à travers la France maintenant et qui consolident cette base de fans en dehors de Paris. Et ça va avoir un effet positif au long terme selon moi. Il y aura toujours des pics comme Baki Doumbé l'a été, ou Gans Jones, ou Benoît Saint-Denis contre Moïcano. Mais pour ce qui est des moments creux, je pense qu'on est amené à conserver de plus en plus de fans et c'est ça qui compte. C'est-à-dire que en fait, la bonne métrique, c'est aussi quel fan va regarder une carte d'Apex pendant la nuit parce que Tyler Lapillus combat dessus, quoi. Voilà. Selon moi, c'est plus révélateur que, effectivement, au mieux, comment est-ce que ça peut se passer. Sur une note personnelle, on m'a demandé si j'étais fan d'autres sports. Oui, je regarde beaucoup de foot, beaucoup de rugby, un peu d'autres sports, en pêle-mêle, un peu de tennis, un peu d'athlé. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mon éducation sportive, elle est de Toulouse, voilà, de par ma famille. Et donc, effectivement, c'est un peu plus simple d'être fan de rugby que de foot. Mais voilà, les choses s'équilibrent. Oui, je regarde pas mal de sports. Je suis un gros consommateur de sport. Ouais. Est-ce que le Pride aurait été l'organisation numéro 1 sans les Yakuza? Alors, je pense pas. Évidemment, toute cette histoire a précipité un peu la fin du Pride, mais il y avait quand même des gros problèmes financiers aussi qui étaient un peu intenables à l'époque. Et c'est pas exactement comme quand l'UFC galérait. C'est-à-dire que quand l'UFC galérait, ça vendait pas de pay-per-view, ça vendait pas de billets, donc ils avaient pas d'argent. Là, au Japon, au Pride, ils avaient des énormes problèmes financiers alors qu'ils étaient au sommet, ultra populaires et qu'ils faisaient des stades, quoi. Donc je pense que la fin était un petit peu inévitable d'une façon ou d'une autre. Après, est-ce qu'il y aurait pas eu un racheteur? Est-ce que, tu vois, il y aurait pu y avoir plein de choses, mais sauf revirement de situation, j'ai quand même le sentiment que le Pride aurait coulé d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, je vais rester sur le Pride rapidement parce qu'on m'a aussi demandé quel était un événement ou un combat que j'aurais aimé voir en vrai. Je vais retourner sur le Pride. Je pense que une soirée du Pride pour un Grand Prix, une fin de Grand Prix, ça devait être incroyable en 2006. C'est peut-être 2006 maintenant que Crocop bat Barnet, tu vois, ça aurait été fou à voir. Enfin bref, moi si je pouvais choisir un moment, ce serait un des très 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 gros shows du Pride parce qu'en plus, voilà, il y avait tout ce qui l'accompagnait. Quels sont tes 3 combats préférés de l'UFC? Alors, voilà, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. De tête, il y en a plein dont j'ai déjà parlé en fait, mais de tête, je dirais Frankie Edgar, Gréminard 2. En plus, j'en ai reparlé, je l'ai revu il y a pas longtemps, donc c'est vraiment incroyable. Un combat dont les gens parlent moins, mais que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est celui entre Diego Sanchez et Clay Guida, qui est vraiment incroyable. Et Eddie Alvarez, Justin Gaethje, une valeur sûre. Voilà, ça c'est des combats que tu peux te refaire à vie, qui sont toujours bien. Il y en a plein d'autres, hein, bien sûr, mais moi, ça, voilà. Si je dois m'en tenir à 3, je m'en tiendrai à ça. Hors UFC, et parce que je l'ai revu il y a pas longtemps et qui dure qu'un round, c'est Nick Diaz contre Paul Daly. Je peux le regarder tous les jours. C'est le combat le plus incompréhensible de tous les temps. Ça dure un round, donc je vous recommande de le regarder. Si vous avez 5 minutes, littéralement 5 minutes, c'est excellent. C'est incompréhensible, mais c'est excellent. Et pour finir, la dernière question, on m'a demandé si j'avais des combattants que je n'aimais pas du tout. Oui, alors il y en a toujours quelques-uns, mais c'est jamais vraiment de la haine, hein. C'est juste qu'il y en a, déjà je m'en fous un peu, puis il y en a, ça a moins de rapport avec qui ils sont dans la cage qu'en dehors. Par exemple, John Jones, voilà, j'ai de plus en plus de mal avec John Jones. C'est plus l'homme que le combattant. Qui c'est d'autre? J'ai toujours eu du mal avec Donald Cerrone aussi. Et puis, étrangement, même si, parce que lui, pour le coup, j'ai jamais trop compris pourquoi, mais Richard Evans, j'ai jamais accroché. Et puis, il y a toujours eu un truc qui m'a dérangé, c'est ce mec. Et puis, je sais pas, il y a plein de combattants que je suis juste indifférent, quoi. Haïr, c'est vraiment un grand mot, c'est jamais mon truc. Surtout, et d'autant plus maintenant, j'essaie de faire la part des choses, même s'il y a des gars très agaçants. J'essaie toujours de me dire que ça reste des mecs dans un milieu très difficile, qui essayent de survivre financièrement. Je sais qu'il y a beaucoup d'émotions dans le combat, beaucoup de facteurs, et que beaucoup de trucs, surtout qu'on nous diffuse d'eux, ne reflètent pas les gens qui sont. Voilà, après, il y en a pour qui c'est un peu plus compliqué parce qu'ils abusent un peu du truc, hein. Colby Covington, Sean Strickland, ça commence à être un peu long là, mais voilà. Haïr, jamais vraiment. Genre, je me suis jamais souhaité la défaite d'un gars. Voilà, en tout cas, voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. J'espère que vous êtes satisfait des réponses. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, peut-être je répondrai à quelques-unes d'autres en commentaire. Mais voilà, merci encore pour les 10 000 abonnés, c'est vraiment exceptionnel. Et nous, on se reparle bientôt. Salut les gars.